Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble. Bonjour à tous les amis, vous êtes de retour sur le projet dirigeable de nouvelle génération. Comme toujours, Fyodor Konstantinov et moi-même, Gennady Babanin, sommes avec vous. Nous avons un nouveau webinaire bimensuel. Je suis ravi de vous accueillir tous. Comme toujours, faisons un petit test de connexion. Écrivez dans les commentaires si vous nous voyez, si vous nous entendez bien. N'oubliez pas de mettre une réaction. Vous pouvez déjà commencer à écrire des commentaires. Après la partie principale de notre discussion, nous passerons en revue les questions comme d'habitude et nous répondrons à toutes vos interrogations. Je pense que tout va parfaitement bien avec la connexion et la vidéo, donc nous pouvons à présent commencer. Fedor, bonjour. Bonjour Gennady. Commençons par le sujet le plus intéressant et captivant. Nous avons récemment effectué un autre essai en vol réussi du dirigeable expérimental Nova 01. Y a-t-il quelque chose à partager, à dire à nos téléspectateurs? Comment se sont déroulés les tests? Oui, bien sûr, Nosso. Les essais complets ne sont pas encore entièrement terminés, mais absolument tout a fonctionné normalement et sans aucun problème. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de tester le poste du pilote à distance, mais nous avons pu tester avec succès le système d'exécution des missions de vol. C'est-à-dire qu'il s'agit du pilote automatique complet qui sera finalement obtenu. Nous avons lancé ce programme en avance, car tout est clair avec le pilote à distance. Il fonctionne. Il y avait une question très importante. Tu étais bien présent lors des essais, tu as clairement vu qu'il y avait un petit problème dans le code lorsque les caméras s'allumaient. N'est-ce pas vraiment, n'est-ce pas? Certains systèmes avaient un léger retard. Nous avons déjà corrigé cela. Le poste du pilote à distance fonctionne. Nous n'avons tout simplement pas encore osé faire voler l'appareil depuis le bureau. Voilà, il se trouve sur le terrain et donne au dirigeable une tâche, par exemple un vecteur de direction, et ensuite il vole tout seul, il se gère entièrement de manière autonome. Cela a déjà été testé, et c'est un très grand pas en avant vers la création d'un drone pleinement opérationnel. En anticipant un peu, il est très probable que tous les systèmes autonomes fonctionneront normalement et de manière fiable. Il nous reste simplement à terminer ces essais en vol cruciaux, tandis que le dirigeable Nova 01 est déjà au bureau et entièrement démonté. Alors, à quoi cela est-il dû? Pourquoi l'avons-nous démonté et amené ici, alors que les essais ne sont pas encore terminés, pour ainsi dire? Nous avions un accord préalable avec le propriétaire du grand hangar à l'aérodrome de Novinki pour une période d'1 mois de travail. Après l'expiration de ce mois, son hangar serait entièrement occupé par des avions. Nous étions parfaitement et pleinement au courant de toute cette situation. Nous avions initialement prévu de tout tester minutieusement pendant ce mois entier, mais malheureusement, la météo capricieuse nous a parfois fait cruellement défaut et il y avait aussi énormément de travail en cours sur le dirigeable principal, le Nova 2, qui nécessitait une attention constante. C'est précisément pourquoi nous avons finalement quitté Novinki. Le dirigeable a été entièrement démonté bien sûr, et nous avons ensuite relâché tout l'hélium qu'il contenait. Est-ce que nous envisageons déjà un autre site potentiel pour pouvoir poursuivre les essais futurs? Oui, bien sûr. Je pense que la semaine prochaine, nous poursuivrons les essais en vol. Il y a encore 2 aérodromes avec des hangars adaptés qui sont prêts à nous accueillir. Nous n'avons pas encore fait notre choix, si je comprends bien. Oui, nous irons au 2e aérodrome ce week-end. Pour le premier, tout est déjà parfaitement clair, tout est entièrement déterminé. Il y a un hangar et l'autorisation officielle de l'aérodrome ainsi que de l'administration compétente est déjà disponible. Nous partons maintenant en week-end.
Nous étudierons la deuxième option et choisirons celle qui nous convient le mieux. La semaine prochaine, je pense, nous nous retrouverons pour poursuivre notre voyage. Super. Quant à Nova 01, c'est probablement tout ce que nous avons à dire pour le moment. Nous avons en effet beaucoup de travail et de développement en cours sur Nova 2, je le sais parfaitement. Il y a même quelque chose de très intéressant à raconter à ce sujet. Je me demande sincèrement si le projet Nova 01 est véritablement terminé. Pas tout à fait en fait. Nous avons bien ce mécanisme essentiel pour nous attacher solidement au point d'amarrage inférieur, mais nous n'avons pas encore eu le temps nécessaire de le tester de manière approfondie. Oui, parce qu'il faut d'abord mettre au point le système d'autopilote, puis, en mode entièrement automatique, s'accrocher à ce point d'amarrage précis. Tout cela fera également partie intégrante du programme d'essai, mais sur un autre aérodrome spécifiquement désigné, Et concernant Nova 01, si je comprends bien, nous n'avons pas testé le contrôle à distance. Mais sur place, l'équipe était présente et a testé le système de pilotage sans pilote, c'est-à-dire qu'il lui donnait certaines missions de vol qu'il accomplissait d'ailleurs avec succès. Oui, et tout fonctionne depuis le bureau. Nous avons actuellement l'ordinateur de bord ici. C'était pareil quand il se trouvait à Novinky. J'envoyais une commande d'ici et tout arrivait là-bas. C'est-à-dire que toutes les données sont envoyées par paquet, tous les dispositifs d'exécution fonctionnent conformément à ces commandes, donc tout est en ordre. Ensuite, il ne reste que l'expérience. C'était comme les premières fois, c'était effrayant de le détacher des cordes parce qu'on ne savait pas comment il allait se comporter. L'étape suivante consiste à confier le contrôle, non pas aux personnes qui se trouvent sur le terrain, mais à celles qui sont à des centaines de kilomètres. Mais je pense que nous avons vraiment bien fait les choses cette fois-ci. Nous avons d'abord éloigné le pilote à distance, et maintenant nous allons perfectionner l'autopilote sur le terrain. Ce n'est qu'après cela que nous allons tester le pilote à distance. Parce que si jamais il fait une erreur, notre système est conçu de telle sorte que l'autopilote vérifie tout, chaque action du pilote à distance. Donc nous allons d'abord finaliser l'autopilote, puis nous expérimenterons avec le pilote à distance. Oui, je pense aussi que tout ira très bien. Et en ce qui concerne le poste du pilote à distance, si l'on passe en douceur à la Nova 2, oui, il me semble que nous avons terminé la conception. Enfin, il me semble parce que tout évolue et change constamment, c'est le propre du développement continu des systèmes avioniques. C'est l'ensemble du complexe embarqué, un système très sophistiqué. En gros, chaque bouton, chaque balise, chaque signal, tout ce qui doit s'afficher clairement sur les moniteurs et tout ce qui doit être dupliqué précisément par des instruments séparés est pris en compte. Quels seront les organes de contrôle précisément présents dans la Nova 2, où et comment ils seront exactement placés. Et maintenant, nous allons commencer à reconfigurer ce poste de pilote à distance spécifiquement pour la Nova 2. Pour la Nova 01, cela suffit, mais pour la Nova 2, pas du tout. Eh bien, évidemment. Et si l'un d'entre vous a déjà été sur des simulateurs, par exemple, il y a des simulateurs directement à Moscou, où l'on peut s'installer, entrer dans une cabine séparée, et là c'est un simulateur complet de Boeing, par exemple, d'avion. Et le poste de pilotage à distance du dirigeable sera similaire. Autrement dit, il imitera complètement la cabine, comme si tu étais assis dans le dirigeable, avec tous les boutons à leur place. Vous pouvez aussi regarder sur Internet. Les Chinois contrôlent des engins de carrière à distance, parfois même depuis d'autres provinces. Et là, on peut voir comment leur poste de travail est équipé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ce qui est génial, c'est qu'un même pilote peut passer d'une machine à l'autre et piloter ainsi plusieurs appareils ou engins. Oui, le 21e siècle, 4G, 5G. L'essentiel, c'est d'avoir une connexion Internet stable, une bonne liaison. Oui, mais en cas de perte de connexion stable, il y a un pilote automatique embarqué et la puissance de l'ordinateur de bord ainsi que les algorithmes sont tout à fait suffisants pour qu'aucun incident ne se produise. C'est pourquoi le pilote automatique reste le principal et le pilote à distance vient en second car dans notre pays, surtout en ce moment, il se passe des choses incroyables avec la connexion. Et cela concerne le Nova 2, à savoir que la place du pilote à distance est conçue en parallèle et de manière très similaire avec le cockpit des pilotes. Dans cette direction, concernant la nacelle du Nova 2, il y a évidemment énormément de travail et de développement à réaliser. Heureusement, tout avance, tout progresse de manière significative, le schéma structurel et porteur est désormais terminé, et la phase de détaillage a officiellement commencé. Beaucoup de solutions sont vraiment intéressantes.
Par exemple, nous en sommes arrivés au réservoir de ballast. Il existe de telles structures en caisson. Le plancher sera en caisson et le réservoir de ballast s'y trouvera. Tout cela a déjà été conçu. Ensuite, on l'assemble avec une grande attention. Ce caisson est solidement relié à l'ossature principale de la structure. Il y a beaucoup d'aspects techniques et logistiques à gérer attentivement dans ces zones de transition cruciales. Par exemple, nous avons choisi la technologie, c'est-à-dire que nous avons finalisé le projet technique, puis choisi la technologie, disons. Nous sélectionnons les structures, de quoi elles sont faites, comment elles sont fabriquées. Dans le jargon local, cela s'appelle des gnutikis, le rivetage. Évidemment, c'est la méthode la plus rapide que nous puissions utiliser. Nous devons simplement lancer la Nova 2 en mode laboratoire volant afin de tester minutieusement tous les systèmes essentiels. Le moteur puissant, le système d'alimentation en carburant et l'ensemble complexe du système de navigation aérienne qui fait intégralement partie du système de contrôle global. Il n'est pas nécessaire de fabriquer une nacelle complète et complexe pour transporter seulement 6 passagers. Il suffit, pour ainsi dire, de créer un laboratoire volant, une plateforme d'expérimentation aérienne dédiée à la recherche et au développement de technologies innovantes. Je me suis un peu perdu dans mes pensées. Il y a beaucoup de tâches concernant cette nacelle. Je commence à les charger. On a choisi, oui, donc il faut le faire rapidement. Nous avons choisi précisément les pièces pliées, les rivets. Ici, tout peut être fait rapidement et clairement. Découper toutes ces plaques au laser, les plier sur une plieuse. Nous avons la technologie, nous avons un concepteur qui s'en occupe. Il connaît la terminologie. Là-bas, elle porte le nom d'un certain développeur lorsque les trous pour les rivets sont prévus directement dans les pièces pliées. Tout est réalisé en finition. On plie, on peut fabriquer le profilé et assembler la structure porteuse puis percer sur place. Il existe une technologie où, avec des trous déjà prêts, tout s'ajuste, les trous coïncident et tu peux tranquillement les riveter. Nous avons choisi celle-ci car c'est la plus rapide et la plus efficace. Elle nous suffit amplement et largement pour un laboratoire volant. Par la suite, elle sera entièrement réaménagée pour accueillir confortablement 5 passagers plus un pilote expérimenté. Nous avons même déjà commencé à acheter tous les matériaux nécessaires et indispensables. En somme, la conception et la technologie appropriées sont choisies avec soin et la structure est actuellement en cours de création. L'atelier de métallurgie est fin prêt et chez Rousseland, ils attendent déjà avec impatience les plans. Voici que les premiers modèles 3D très attendus commencent déjà à sortir. Je m'en suis personnellement rendu compte grâce au service des achats, car nous avons commencé à acquérir des matériaux et des outils supplémentaires, essentiels pour leur production. L'objectif pour l'automne, c'est que tout cela soit déjà assemblé avec l'enveloppe, et il est tout à fait probable qu'en hiver, nous le fassions voler, comme prévu. Enfin, du moins, c'est le plan que nous avons établi. Oui, d'accord. Est-ce bien le laboratoire où se trouvera précisément la cabine du pilote? C'est là que tout sera minutieusement testé et vérifié avec soin. Un laboratoire volant? J'espère sincèrement que ce sera dans le ciel. Quant à l'endroit précis d'où nous décollerons, il n'est pas encore clairement défini. Nous avons jusqu'à l'automne prochain pour nous décider définitivement. Il nous faut absolument un grand hangar, d'une longueur d'environ 50 mètres avec de grandes portes et d'une hauteur de 12 mètres. La recherche est-elle toujours en cours? Elle est menée activement, je dirais. Et qu'en est-il de la nacelle, la Nova 2? Avons annoncé travailler aussi dans cette direction. Eh bien, nous avons créé une maquette ergonomique à grande échelle. Tu passes devant elle toi-même au bureau, tu vois tout cela. J'espère que nous ne l'avons pas encore publié, nous ne l'avons pas montré, parce que dans l'esprit des gens, il peut sembler, tu sais, comme ça arrive parfois. Par exemple, lors des expositions, on présente des concept cars qui ressemblent déjà à de vraies voitures. Nous ferons certainement une telle maquette, mais ce n'est pas du tout le cas ici. C'est simplement une maquette technique qui indique ses dimensions et l'espace intérieur approximatif. Si tu veux prendre une photo, publie-la. Oui, en réalité le travail avance très activement chez nous. Les gars travaillent vraiment dans cette direction. On voulait juste lui donner un aspect à peu près présentable et soigné, et ce, avec soin. Oui, c'est impossible. C'est juste une structure extérieure simple mais robuste,
assemblés entièrement en contreplaqué, comme on dit, avec les mêmes sièges intérieurs également fabriqués en contreplaqué, que nous déplacions facilement. Nous avons mesuré très précisément les ouvertures des portes. Elle est placée exactement à la même hauteur du sol que la véritable gondole le sera effectivement sur son propre train d'atterrissage. Nous y sommes entrés, sortis, avons filmé cela en vidéo cadrée, observé comment cela se passait. C'est-à-dire comment une personne s'installe en entrant, quelle posture elle adopte pour s'asseoir et quelle position elle prend pour sortir. Les ouvertures des portes ont été spécifiquement créées et conçues de manière à ce que tout soit parfaitement ergonomique et fonctionnel. Sur les petits hélicoptères, par exemple, les dimensions sont très réduites, des sièges minuscules, de toutes petites portes. Les pilotes ont une taille, un poids et une longueur de jambe maximum pour pouvoir s'installer dans l'hélicoptère. Heureusement, avec les dirigeables, on peut les rendre plus spacieux. Même si le dirigeable n'est pas très grand, on ne peut pas encore vraiment s'y retourner, mais comme tu as pu le voir, nous faisons de notre mieux pour qu'il y ait un maximum d'espace et de confort, oui. Nous avons même réussi à y installer 2 petites canapés, et je pense qu'au minimum, les passagers y seront assez à l'aise. Oui, vous l'avez vu sur les maquettes 3D, il est prévu pour 6 passagers, avec 2 sièges à l'arrière en face de 2 autres. Nous avons transformé les sièges en véritables canapés. Tout le monde a trouvé cela mieux. Au départ, nous avions prévu qu'il y aurait une grande porte large par laquelle tout le monde entrerait dans la nacelle, aussi bien les passagers que le pilote, qui pourrait de passer entre les rangées. Mais nous avons compris qu'avec cette hauteur de plafond, par exemple, Gennady passe facilement, mais Vitali, notre ingénieur, n'y serait même pas passé, même avec beaucoup d'efforts et du savon. C'est pourquoi nous avons fait des portes séparées et spécifiquement conçues pour les pilotes. L'embarquement se fera très simplement, comme dans une voiture. On ouvre la porte, on s'assoit à sa place personnelle, puis on referme la porte. Les passagers, quant à eux, ont une porte à part, et cela a permis d'installer une banquette confortable, puisque le passage entre les sièges n'est plus du tout nécessaire. Voilà, c'est la solution que nous avons adoptée. Et c'est justement au cours de ces simulations d'embarquement et de débarquement que tous ces aspects essentiels, comme l'emplacement précis des panneaux de contrôle, du manche et du système de commande, ont été minutieusement testés. Oui, et pas seulement. Tu as vu, nous avons aussi une maquette fraisée en mousse du moteur. Nous avons installé le moteur dans le compartiment moteur et nous avons également simulé l'accès à celui-ci. Exactement, les bougies anti-dodgy sont placées des 2 côtés. En regardant la nacelle, elles se trouvent à l'avant et à l'arrière. Pour celles à l'arrière, tu peux installer un capot afin d'y accéder pour atteindre tous les éléments et modules nécessaires. Mais pour les bougies qui se trouvent du côté de la nacelle, peu importe nos efforts, l'accès était difficile. Sur le côté, les propulseurs à hélice annulaire gênaient, ainsi que la membrure principale, qui fait aussi office de cloison par feu, il était impossible d'atteindre ces bougies. Nous ne voulions vraiment pas faire entrer les mécaniciens et les monteurs dans la cabine pour qu'ils interviennent près du moteur depuis l'intérieur, mais il a été malheureusement impossible d'y échapper. Il y aura donc une fenêtre technique spéciale et dédiée dans la cloison par feu. Mais c'est justement pour ce genre de situation complexe et imprévue que ces maquettes détaillées sont créées et utilisées. Maintenant, tout est déjà réglé, tout est compris, et la phase active de la création de la structure elle-même est en cours. Excellent. Y a-t-il d'autres modèles de dirigeables sur lesquels vous travaillez actuellement ou des projets futurs? Oui, nous travaillons actuellement sur un dirigeable innovant et performant, doté d'une efficacité aérodynamique significativement accrue. Il s'agit en effet d'un dirigeable véritablement hybride, intégrant un très haut degré d'hybridation technologique pour optimiser ses capacités et sa durabilité. Actuellement, sa conception est entièrement terminée et la phase de production active a véritablement commencé, donc dans les prochains mois, nous pourrons enfin le voir. Il sera un peu plus grand que le dirigeable Nova 01, un modèle déjà existant et bien connu. Il n'aura plus une forme classique telle que nous la connaissons habituellement. Regardez attentivement, le résultat est vraiment bon. Ce n'est pas parce que les designers l'ont voulu ainsi, mais plutôt parce que les exigences aérodynamiques l'ont imposé de manière incontournable. Il a une très bonne qualité, il existe un certain coefficient qui est déterminant pour ses performances et son comportement global, ce qui est crucial pour son fonctionnement. Je vais essayer de formuler. En gros,
Le dirigeable porte une partie de sa charge utile grâce à l'aérostatique et une autre partie grâce à l'aérodynamique. Et donc le rapport entre le poids de la charge utile portée par l'aérodynamique et le poids de la structure porteuse elle-même, c'est ce qu'on appelle la qualité. Et cette qualité a été obtenue. Elle se mesure en chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. C'est, disons, pour l'avion le plus performant. Je peux me tromper, mais pour les dirigeables, il y avait une limite théorique, et nous avons réussi à dépasser cette limite théorique en termes de qualité. Il aura 4 hélices principales. Le Nova 2 n'en a que 2 orientables. Là, il y aura 4 hélices plus 2 hélices de propulsion supplémentaires positionnées à l'arrière. En somme, cela donne un projet très intéressant et particulièrement prometteur, un concept véritablement novateur. Lorsque nous avons acheté absolument tout le nécessaire, par exemple pour le système de contrôle du Nova 01, pour le moteur et d'autres composants essentiels et indispensables, nous avons tout acquis en triple exemplaire. Ainsi, nous disposons déjà d'environ 80% de toute l'électronique, des ordinateurs, des moteurs et des câbles nécessaires à la réalisation et au bon fonctionnement de notre projet. Actuellement, la fabrication de l'enveloppe est en cours. Parallèlement à la production de l'enveloppe, la fabrication des éléments de puissance commence également. Sur le Nova 2, il y avait une nacelle, en quelque sorte l'empennage. Ici, il n'y aura pas une telle nacelle. Ici, il y aura 2 nacelles moteurs distinctes sur les côtés, des nacelles basses, particulièrement étroites et remarquablement longues, ainsi qu'une nacelle avant dédiée à la charge utile. Elle se trouve positionnée directement à l'avant de l'appareil et son design global est très ergonomique et bien pensé. Nous lançons la fabrication de leur structure principale, nous achetons bien sûr tout ce qui nous manque encore et nous espérons sincèrement pouvoir voler dessus dès cet été si tout se passe comme prévu. Dans ce domaine, vous travaillez activement précisément avec Dmitri Sergeyevitch Khmel? Oui, c'est entièrement son projet. Je rappelle que nous avons avec nous Vadim Vassilievitch Zubkevitch, qui est le concepteur en chef des dirigeables Nova 2 de forme classique et également le Nova 8. Quant à Dmitri Sergeyevitch Khmel, il milite pour les dirigeables hybrides. Au cours de sa carrière, il en a dessiné un très grand nombre pour divers clients et il a finalement mis au point cette fameuse formule idéale. Il est temps de passer à la pratique. Oui, donc enfin, c'est bien cela. Excellent. Avons-nous eu de nouveaux arrivants dans le bureau même ou dans d'autres départements? Je sais que dans le département de production, un petit laboratoire a été créé très récemment. Shamil m'a montré, ils ont même acheté une toute nouvelle imprimante 3D. Ton information n'est pas tout à fait correcte. L'imprimante 3D, nous l'avons transférée directement de notre ancien laboratoire, tout comme la moitié de l'équipement scientifique et technique. En quoi est-il différent des autres imprimantes 3D que nous avons déjà? C'est la technologie de création du modèle lui-même, de l'objet. Ici, le filament est fondu et déposé couche par couche, un processus précis. C'est une technologie vraiment remarquable pour son domaine d'application spécifique. Cette imprimante-là est une imprimante photopolymère. Elle crée l'objet désiré à partir d'une résine liquide grâce à une exposition aux rayons ultraviolets par le dessous à travers une matrice, ce qui permet d'obtenir une précision absolument incroyable, vraiment difficile à égaler, voire même à surpasser. En somme, ils font des choses intéressantes là-bas. En ce moment, sur cette imprimante, ils fabriquent une pièce destinée à la couler à partir d'une résine spéciale qui peut être brûlée. Encore une fois, ça ne doit pas apparaître à l'image, si c'est le cas des objets comme ceux-ci. C'est déjà une partie de quoi, chez nous, exactement? Du système de propulsion complet et sophistiqué pour le dirigeable Nova 8. Oui, nous sommes également en train de finaliser sa conception détaillée et approfondie. Nous passons maintenant à la production de la documentation technique exhaustive et à l'envoi en fabrication. Je sais que Ruslan a déjà acheté beaucoup de matériaux réfractaires essentiels pour cette pièce cruciale et très importante. Déjà sur la machine à caoutchouc que nous avons acquise dans le cadre de ce projet, il découpe les ébauches et il commence à fabriquer les pièces de ce système de propulsion sur des fraiseuses à 5 axes. Oui, donc nous avons déjà lancé sa production. L'imprimante 3D est justement destinée à la fabrication des pièces critiques qui seront coulées. Il va de soi qu'elles subiront ensuite un usinage post-mécanique obligatoire et très précis.
Mais la forme de ces pièces est très complexe et nécessite une attention particulière. Il est tout à fait possible que les premiers moules de ce type soient entièrement découpés sur une fraiseuse 5 axes à partir d'un bloc massif, mais pour passer à la production en série, il existe une technologie de moulage très spécifique et avancée. D'abord, on imprime avec précision cette forme initiale. Ensuite, elle est méticuleusement plongée à plusieurs reprises dans une solution céramique liquide qui sèche couche par couche de manière uniforme. On obtient ainsi une matrice en céramique solide et résistante, dans laquelle on coule ensuite le métal en fusion, ce qui brûle entièrement et efficacement toute la résine originale. Nous allons encore maîtriser ce procédé et pendant ce temps, sur les machines 5 axes, nous allons déjà usiner, assembler, lancer et observer. Et c'est justement pour de telles pièces qu'il faut une impression de ces échantillons de pièces avec une précision encore plus élevée. Oui, bien sûr, et nous avons désormais aussi un laboratoire qui nous permet de le faire. Fiodor, dis-moi, avons-nous eu récemment de nouveaux membres dans l'équipe, peut-être des jeunes prometteurs qui pourraient nous rejoindre et apporter leur contribution? Où veux-tu réellement en venir avec tout ça? À ce tout nouveau stagiaire qui a récemment et très officiellement rejoint notre équipe de travail, n'est-ce pas? Ah, vous nous avez effectivement envoyé la toute dernière nouvelle de Saint-Pétersbourg. Comment cela s'est-il passé au juste? Ils ont envoyé un message, c'est l'enseignante qui a écrit. Les élèves, si j'ai bien compris, se rendent en dehors des heures de cours dans une organisation spécifique et particulière où on les oriente vers une future spécialité professionnelle ou un domaine d'études spécifique. Et ils choisissent eux-mêmes leur propre spécialité et il se trouve que cet élève, un jeune homme nommé Mikhaïl, a choisi lui-même l'aérostation comme domaine d'études. Il a commencé un projet de création d'un petit appareil, vraiment tout petit, et dans le cadre de ses cours académiques, un stage en entreprise est prévu et obligatoire. Oui, c'est lui qui a découvert notre projet, notre entreprise, et il a dit « je veux faire mon stage chez eux ». Et voilà, cela fait déjà une semaine qu'il est là à apprendre les bases. Nous avons fait le tour avec lui pour voir ce qui l'intéressait précisément. Il a tout regardé et il a dit « c'est l'électronique radio qui m'intéresse ». J'ai beaucoup de tâches liées à cela, et l'impression 3D l'intéresse aussi. Il vient de terminer d'apprendre les bases de la radio électronique. Denis lui a appris à créer des dispositifs spéciaux et innovants, fonctionnant efficacement à distance, qui remplissent précisément certaines fonctions essentielles dont il avait absolument besoin pour ses opérations. Et à partir de la semaine prochaine, il va se mettre à l'impression. Il dit qu'il veut maîtriser le processus de modélisation pour l'impression. Évidemment, toute personne qui fait de l'ingénierie a besoin de fabriquer des pièces. Pour cela, l'imprimante est très pratique. Tu es totalement autonome, tu conçois toi-même, tu lances toi-même l'impression, tu fais toi-même le post-traitement, tu assembles toi-même. En somme, il se met à ce processus, nous lui apprenons. Il prévoit de modéliser en 3D son tout premier dirigeable. Nous l'imprimerons et le lui remettrons solennellement comme un véritable talisman, un précieux souvenir de ce stage. Il a une tâche précise et bien définie. Il a déjà assemblé son petit modèle et il y a un certain nombre de pièces qu'il doit remplacer en passant des pièces factices à des pièces pleinement fonctionnelles. Ces pièces fonctionnelles, oui, il veut les imprimer chez nous, il va les concevoir lui-même, les imprimer, les emmener et les installer. À l'issue de son stage, il maîtrisera 2 métiers, une initiation à la radiotechnique et à la modélisation pour l'impression. En général, c'est vraiment formidable qu'une telle personne se soit trouvée assez jeune qui s'intéresse, ce qui est assez surprenant, au dirigeable. C'est formidable qu'il ait réussi à nous trouver, et c'est sans aucun doute doublement agréable que nous ayons pu lui apporter une telle aide et lui offrir la possibilité de faire son stage ici. Je trouve que c'est absolument génial. Oui, je pense que ce n'est vraiment qu'un tout début. Peut-être qu'à l'avenir, nous le verrons même un jour rejoindre notre équipe, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Beaucoup de gens nous contactent. En général, parmi eux, il y a des jeunes, des étudiants, mais aussi ceux qui ont terminé leurs études depuis longtemps et qui travaillent déjà. Ils disent « Les gars, on veut participer, on veut faire partie de l'équipe. Où peut-on envoyer notre CV? Ou bien je sais faire ceci ou cela, intégrez-moi s'il vous plaît. » Pour l'instant, nous sommes en mode urgence pour tout organiser, désolé. C'est difficile d'organiser tout cela, mais s'il vous plaît, ne perdez pas votre enthousiasme. Très bientôt, lorsque l'équipe s'agrandira, vous serez parmi les premiers sur la liste. Au fait, où doit-on envoyer son CV? À l'adresse email officielle.
Si nous ne l'avons envoyé nulle part, sachez que nous avons créé un canal officiel pour la société Aeronova, pas pour le projet dirigeable de nouvelle génération, mais bien pour la société de production du bureau d'études Aeronova, ainsi que des réseaux sociaux. Et là, vous trouverez les ressources et adresses e-mail officielles. Donc il faudrait probablement publier ce lien très important quelque part dans le chat aujourd'hui. Allez-y, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer et envoyez-le là-bas à tous vos amis et contacts intéressés. Parfait. Bientôt un site web sera disponible, Uliana me le rappelle. Oui, il y aura un site officiel de l'entreprise où toutes les ressources officielles seront indiquées et il sera possible de tout faire par ce biais. Super. Nous avons également publié une nouvelle concernant le fait que nous avons commencé à avancer vers la création de l'école de pilotage que nous avions déjà annoncée depuis longtemps. Et récemment, une information est même sortie indiquant que nous prenons déjà certaines mesures dans cette direction. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, Sergueï Bondar est intervenu chez nous en août lors de la première conférence. Lorsque nous avons annoncé le pré-lancement, il parlait justement de l'école. Il expliquait que tout cela devait être fait et qu'il était prêt à s'engager dans ce processus. Et maintenant, il se trouve que nous avons une compréhension approfondie, disons, des premiers dirigeables de nouvelle génération, de la façon dont le dirigeable interagira de manière complexe avec le pilote, des systèmes sophistiqués qui y seront installés, au moins de sa dynamique de vol et d'autres aspects essentiels. Autrement dit, nous avons désormais une base sur laquelle nous pouvons commencer à créer des supports pédagogiques et du matériel d'apprentissage. Oui, nous avons lancé ce processus, il n'est pas rapide. En plus de créer ces supports méthodologiques, il faut encore les faire approuver et valider par la Rosaviația. Ensuite, il faudra commencer à former les pilotes. C'est précisément le processus de création de ces méthodes et leur mise en œuvre via la Rosaviația que nous avons lancé et que nous menons activement. Donc bientôt, il sera possible de passer le permis non seulement pour la voiture, mais aussi pour le dirigeable. Il semble bien que oui. C'est clairement dans mes projets. Écoute, piloter un dirigeable, c'est évidemment très intéressant et même captivant, mais malgré tout, nous faisons en sorte qu'il fonctionne de manière entièrement autonome. Le drone sera le principal appareil de contrôle, mais tu pourras véritablement croire que c'est toi qui le pilotes réellement. Aujourd'hui, les voitures modernes sont aussi très équipées en électronique et on peut dire qu'elles font pratiquement tout le travail à ta place. Combien de voitures stationnement automatique, fonctionnalités similaires ? Oui, et c'est plus facile à mettre en œuvre avec un dirigeable par exemple qu'avec un avion ou un quadricoptère, même si les avions et les quadricoptères savent déjà voler en mode pilote automatique. Oui, donc avec un dirigeable, tout sera beaucoup plus simple. S'il y a encore certains risques avec une voiture, le pilotage entièrement automatique peut faire peur car il y a beaucoup d'usagers sur la route, des poteaux et des glissières de sécurité aussi. Mais dans le ciel, un dirigeable, tant que le ciel n'en est pas entièrement rempli, est absolument sans aucun danger. Comparé à un avion ou à un drone, une panne de moteur ne représente absolument aucun risque de catastrophe potentielle. Donc je compte voyager très confortablement à bord d'un appareil automatique avec lequel je peux communiquer aisément par la voix, de manière naturelle et intuitive. Ce serait vraiment très formidable. Il y a un certain nom. Maintenant, il veut absolument demander où nous allons. Tu lui dis simplement « vers le nord ». Il répond alors « j'ai bien compris ». On décolle. Oui ? Fedor, dis-moi, y a-t-il eu récemment des achats importants, peut-être de grande envergure ? Oui, la production d'enveloppes, une initiative importante que nous avons annoncée en détail lors du grand webinaire. Nous avons déjà payé la majeure partie de l'équipement nécessaire à cette production. À l'époque, la question était que nous ne l'avions pas encore avancé et le fabricant n'avait pas commencé à le préparer. Nous l'avions un peu modifié, commandé, mais les travaux n'avaient pas commencé. Maintenant, tout a été considérablement avancé, les travaux ont effectivement commencé, et je pense que d'ici la fin de l'été, tout cela nous sera entièrement livré. La même tâche fondamentale reste d'actualité aujourd'hui, déterminer précisément l'endroit où cet équipement essentiel sera installé. Nous avons avancé la majeure partie de l'équipement le plus coûteux, mais une partie de l'équipement avait été commandée à l'avance.
Nous avons récemment effectué les paiements finaux et l'équipement est déjà en route. La table de découpe, la machine de traction, elles sont déjà en train d'arriver chez nous. Quant aux machines à haute fréquence, il y en a de 2 types. Leur fabrication vient tout juste de commencer pour nous. Il n'y a rien de compliqué en termes de modification. Les petits équipements sont également en attente d'achat. Maintenant, il faut choisir avec soin l'emplacement. Nous avons, pour ainsi dire, plusieurs sites de production que nous avons déjà repérés. À partir de la semaine prochaine, nous commencerons à les visiter attentivement, à les examiner en détail et à envisager la location. Il y a bien sûr quelques sites qui semblent dire « achète-moi et restaure-moi ». Et dans certains cas, cela peut même être encore bien mieux, vraiment, effectivement, en fait. Mais tout cela, encore une fois, dépend fondamentalement de l'argent. Achète-moi, c'est souvent très cher. Loue-moi. Même pour une période de 6 mois, c'est généralement peu. Prêt à l'emploi, proche, propre et immédiatement disponible. N'oubliez pas non plus que nous sommes à Moscou, et ici, les prix sont complètement différents. Oui. Il y avait aussi des informations dans les chats selon lesquelles le tissu, celui pour l'enveloppe, nous est également arrivé. Oui, alléluia, il est enfin arrivé. Tout va parfaitement bien avec lui, il est là, il attend patiemment les machines. C'est celui que nous attendions, celui qui était annoncé. La qualité correspond à la résistance annoncée. C'est avec ce tissu que nous fabriquerons entièrement l'enveloppe du dirigeable Nova 2. À partir du tissu pour ballonnet, celui qui est utilisé dans le Nova 2 pour le ballonnet, nous allons fabriquer une autre modification du Nova 01, car il y a des questions concernant ce tissu. Voilà, c'est justement celui que nous venons de mentionner. Je ne sais pas, ce sera peut-être encore une autre modification. Nous verrons. Oui, il y a un intérêt certain et croissant du marché pour le tout nouveau Nova 01. Non, l'enveloppe n'est absolument pas inflammable, elle ne soutient pas du tout la combustion. Voilà une question qui se pose tout de suite, une question pertinente. Si vous la brûlez avec un chalumeau, bien sûr, elle sera inévitablement percée, mais elle ne soutiendra absolument pas la combustion et ne s'enflammera pas du tout, ce qui est une caractéristique essentielle de sa sécurité. Il se peut qu'il y ait encore une autre modification, parce que oui, comme je le disais, la demande pour les petits dirigeables est apparue. Le marché réagit, il demande « Est-ce qu'on peut répondre à ce besoin précis? Est-ce qu'on peut en faire un pour la publicité, par exemple, ou pour d'autres usages ?» Et parfois, la forme classique avec une meilleure qualité aérodynamique sera peut-être la meilleure option, et parfois, la forme classique, dans sa simplicité, suffira sûrement amplement. Et maintenant, nous allons clarifier notre vision dans cette direction et utiliserons ce tissu pour cela. En bref, il y a un client pour un petit dirigeable. En plus, ils sont beaucoup plus simples à fabriquer, nous l'avons déjà fait par le passé, nous pouvons tout à fait le refaire encore une fois. Nous pouvons vraiment le faire. Parce que le tout premier 01 était pour nous, il faut bien le dire, une prouesse technique, disons-le ainsi, un véritable défi à relever. Une maquette à l'échelle, une copie dynamique du dirigeable Nova 2. Avec Dmitri Sergeyevitch, nous travaillons sur un modèle aérodynamique de type plus hybride. Oui, c'est aussi une maquette à l'échelle de ce qui sera construit après. Et nous aimerions vraiment réaliser une version tout à fait classique. Optimale, appelons-la comme cela. Optimale dans cette dimension particulière pour les tâches qui... La qualité aérodynamique d'un dirigeable hybride 6. Eh bien, je réponds simplement à la question posée. Optimal, oui, pour des tâches publicitaires et de micro-monitoring. Son concept se cristallise grâce à des commandes extérieures, provenant de différents horizons et de diverses sources. Tout le monde évoque à peu près la même dimension et à peu près les mêmes besoins. Et ainsi, nous en venons finalement à façonner l'apparence extérieure, non pas selon des avis d'experts, mais selon les demandes extérieures. Et c'est justement pour cette tâche que le tissu a été fabriqué. Et il se trouve que, dans ce volume de 130 à 200 mètres cubes, nous aurons déjà, disons, une offre prête pour le marché, une version plus hybride, avec de bonnes caractéristiques aérodynamiques, et une version plus classique. En pratique, nous examinerons attentivement les deux options disponibles, et cela deviendra alors tout à fait clair. Par exemple, pour la tâche spécifique de patrouiller une zone étendue pendant une période de 24 heures complète, nous verrons laquelle des deux s'en sortira le mieux de manière optimale.
Il est clair que nous pourrons tout vérifier en pratique, et pas seulement en théorie. Et pour de telles tâches, il faudra choisir ce qui convient le mieux. Pour d'autres missions, par exemple une mission publicitaire de 2 heures, il n'est pas nécessaire de fabriquer une enveloppe aérodynamique complexe, il suffira de la réaliser avec une version classique. Et qu'adviendra-t-il de notre premier dirigeable, le Nova 01, disons, après la création des 2 suivants? Son destin, c'est de voler encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'use complètement, contre l'air ambiant. Tant que nous n'aurons pas fait décoller le Nova 2 en mode sans pilote, le Nova 01 continuera de voler, l'autopilote sera constamment amélioré, les algorithmes seront minutieusement peaufinés, les modèles seront précisément précisés, mais lui, il continuera inlassablement à voler. Parfait, alors je propose que nous passions doucement aux questions. Si j'ai bien compris, nous en avons déjà quelques-unes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les écrire, nous sommes là pour y répondre. Voici la question de Yuri. Depuis 1 km d'altitude, est-il possible de parcourir 6 km en planant, sans allumer les moteurs? Je ne suis pas expert en ces subtilités, il faudrait demander à des spécialistes, mais le coefficient de portance pour un dirigeable est très bon. Alors, première question, avez-vous réussi à récupérer l'hélium d'une Nova 01 ? Non. Nous avons activement contribué à stopper le réchauffement climatique global. Nous avons relâché l'hélium dans l'atmosphère terrestre. Oui, parce qu'en réalité, il semble que la question ait été posée et que de telles options aient été envisagées, mais il me semble que ce n'est pas possible. Acheter un compresseur à hélium pour tout reconditionner dans des bouteilles coûterait 100 fois plus cher que de simplement relâcher cet hélium et d'en remettre du neuf. D'accord. Question suivante, Sergei Semyonov a dit qu'il y avait un acheteur potentiel ou des acheteurs potentiels pour la Nova 01. Y a-t-il eu des avancées? La certification si nécessaire, ou l'achat d'équipements pour la production des enveloppes? Y a-t-il eu des démarches? Oui, bien sûr. Nous les avons mis en file d'attente pour la production, avec des écarts minimes et presque insignifiants par rapport aux modèles initiaux que nous avions conçus. Les appareils seront fabriqués et assemblés avec le plus grand soin après que nous aurons terminé la construction et la mise au point du dirigeable de qualité supérieure, un projet d'une importance capitale pour notre entreprise. Eux aussi devraient voir le jour à la fin de l'été ou au début de l'automne. C'est ce qui est prévu, au cas où cela arriverait? Ils prévoient de voir le jour prochainement. Prochaine question importante. Quel modèle prévoyez-vous d'envoyer au salon aéronautique cet automne, cette année? Très probablement, ce sera le modèle qui verra le jour. Celui dont a parlé Sergei Semyonov, il est tout à fait possible qu'il parte au salon aéronautique et très probablement aussi une belle maquette conceptuelle de la nacelle si nous avons le temps de la créer, bien sûr. Plus présentable? Non, pas plus présentable. Ce n'est même pas envisagé. Il n'est tout simplement pas question de le créer de zéro. Donc vous aurez la version Nova 2, non pas Nova 2, mais précisément 0.2, c'est-à-dire pour 200. 200 mètres cubes? Je pense que non, absolument pas, mais nous verrons bien ce qu'il en est. Là, si on peut intégrer ce dirigeable de Khmel d'ailleurs, on peut tout à fait utiliser ce terme. Lui, il les appelle des aérolets, ces petits engins volants. Ce n'est tout de même pas un dirigeable qui vole entièrement grâce à l'aérostatique, il utilise aussi l'aérodynamique, et il a lui-même dit « appelons-les donc des aérolets ». En somme, en fait. Au tout début, ce terme m'a un peu, voire même légèrement choqué, mais ensuite je m'y suis progressivement et pleinement habitué. Et maintenant je vois très clairement et distinctement qu'on les appelle effectivement ainsi. Donc là, nous allons procéder à la sortie d'un aérolet, un petit appareil volant pour la démonstration. Et en fait, on va vraiment voler, on va s'envoler dans les airs? Non, je voulais dire... je repensais simplement à la question des 200 mètres cubes. Nous allons sortir un aérolet, ce sera le Nova 015. Donc il ne fait pas 100 mètres cubes, mais plutôt 130 mètres cubes, dont 110 que nous avons entièrement remplis d'hélium, ce qui est une quantité significative. Celui-ci aura 130 mètres cubes d'hélium, plus encore le ballonnet, donc au total il fera environ 150. Et il est tout à fait probable que celui qui sera conçu juste après, le modèle commercial dont Semyonov a parlé, sera très probablement un modèle de 200 mètres cubes. Ce sera en quelque sorte la Nova 2, mais ce sera le aérolet 02. Très bien, poursuivons. Il existe actuellement plusieurs systèmes de navigation russes,
Lesquels de ces systèmes spécifiques prévoyez-vous d'installer concrètement sur vos appareils à l'avenir proche? La question est de savoir de quel système de navigation il s'agit. Si c'est du GLONASS, il est déjà installé. Si c'est de certains complexes embarqués, nous développons tous les nôtres. D'accord. Donc ici, la question est assez ambiguë. Quelle charge le dirigeable peut-il transporter? Il n'est pas clair de quel modèle il s'agit, peut-être de l'aérolait? Eh bien, cela va d'un poids relativement léger de 50 kg jusqu'à une masse extrêmement considérable de 300 tonnes, et ce dans un avenir prévisible. Et ensuite, nous pourrons explorer d'autres aspects importants de ce sujet. Et l'aérolait? Oui, quelle est la différence? Voilà, l'aérolait est vraiment très petit et il pèse seulement 50 kg. 50 kg, c'est ça? Oui, ensuite. D'ailleurs, à propos des aérolets, c'est très... J'ai déjà essayé d'expliquer cela, je ne vais pas tout répéter une deuxième fois, mais il y a tout de même une plage de dimensions pour les dirigeables hybrides, et c'est là qu'ils trouveront leur place, par exemple des plus petits jusqu'à ceux-là. Et ensuite, on revient tout de même aux formes classiques et à l'aérostatique, car on ne peut pas tromper les lois de la physique. Le volume augmente au cube, et la force aérostatique augmente également au cube, tandis que la surface augmente au carré. Et à partir d'un certain moment précis, la finesse aérodynamique aura de moins en moins d'influence significative sur la capacité de charge totale de l'appareil. Donc il y a un plafond de charge pour l'aérolait, j'espère qu'il se situe quelque part autour de 60 tonnes. Au-delà de cela, tout relève de l'aérostatique. Parfait. Chers amis, je lis vos questions et j'ai une grande demande à vous faire. Formulez-les plus précisément et clairement, car vous les écrivez dans le contexte du webinaire, nous les lisons plus tard. Et il n'est pas toujours évident de comprendre à quoi se rapporte telle question. Par exemple, en voici une. Y aura-t-il une tablette comme dans les avions? Je suppose qu'il s'agit d'une nouvelle option. Oui, il y aura une tablette. En travaillant sur notre maquette, nous avons compris qu'une tablette était nécessaire, au minimum pour poser un téléphone et une tasse de café. Oui, et elle est déjà présente dans la maquette. Mais pour l'instant, il y a une chaise à la place de la tablette, mais oui, bien sûr, il y en aura une, absolument. Quel type de connexion Internet peut-on avoir lors du transport de marchandises, par exemple en taïga, là où il n'y a pas de 4G? Là-bas, le pilote automatique prendra des décisions de manière autonome. Bien sûr, il s'orientera grâce aux satellites et à l'environnement. Ça, nous pouvons le faire, ou plutôt, nous ne pouvons pas. Actuellement, par exemple, nous résolvons ce problème dans le cadre de la création de systèmes stratosphériques. C'est-à-dire que lorsque la sonde stratosphérique s'éloigne, là où il n'y a ni antenne ni rien d'autre, et qu'aucune communication radio n'est possible, toute la télémétrie passe alors par les satellites. Et ici, la tâche sera résolue exactement de la même manière. Lorsque les dirigeables s'enfoncent vraiment dans des zones reculées, toute la télémétrie passera par satellite. Par exemple, nous recevrons des commandes de celui-ci et nous lui en enverrons. Il se peut qu'il faille utiliser un satellite plus performant que ceux avec lesquels nous travaillons actuellement. Bon, le pilote automatique s'en chargera comme prévu et prendra le contrôle. Reçu. J'ai partagé dans le chat une conception potentielle et détaillée pour un dirigeable avec une centrale de type PD-8. On demande si vous voyez cela. Oui, j'ai vu, avec l'entonnoir à l'avant et le canal traversant tout le corps du dirigeable. Moi aussi, j'ai eu ce genre d'idée au tout début, quand tout cela a véritablement commencé, mais les ingénieurs m'ont donné une réponse très claire et précise sur pourquoi ce n'était absolument pas possible. Je ne m'en souviens plus exactement à présent, et je ne saurais pas la formuler précisément. C'était quelque chose en rapport avec l'augmentation significative de la surface totale soumise à la friction. En gros, quand tu n'as que l'enveloppe extérieure, tu as une seule surface exposée directement au flux d'air. Mais quand tu as à la fois l'enveloppe extérieure et intérieure, la surface est presque doublée, et donc la friction augmente aussi, et tous les avantages que tu pourrais obtenir avec cette formule sont tous multipliés par des inconvénients. Augmentation de la masse et diminution du volume porteur obtenu. Parce que tu retires ce canal à l'intérieur, augmentation de la friction et pour une raison quelconque, augmentation de l'instabilité. Là, quand la résistance frontale s'accumule sur la partie avant, cela crée une sorte d'appui qui stabilise le dirigeable. Et quand il n'y en a pas, ils disent qu'il sera plus difficile de le stabiliser.
Il me semble que ça s'appelle le lacet. Les termes tangage et lacet sont utilisés normalement. C'est comme ça. Quand on lançait des fusées dans l'espace, j'ai entendu quelque chose à ce sujet. La turbulence en aviation. Quelqu'un est en train d'écouter. Alors les amis, merci pour toutes vos suggestions. Comme vous le voyez, tout est lu, pris en compte, donc n'hésitez pas à écrire. Si vous avez des idées, si quelque chose vous vient à l'esprit, envoyez-les absolument. Alors la question suivante qui se pose est la suivante. Y aura-t-il des commandes privées pour les dirigeables? Est-ce qu'on fabriquera un dirigeable, par exemple, pour une famille ou pour un usage personnel? Est-ce que quelqu'un pourra vraiment acheter un tel dirigeable familial? Une maison sur roues, mais sans les roues du tout? Eh bien, il y a des gens, oui, qui achètent des yachts. Pas forcément ceux qu'on voit sur Internet appartenant à des milliardaires. Mais eux aussi en font partie. Oui, beaucoup de gens peuvent se permettre d'acheter un yacht. Je ne sais même pas, vous pouvez chercher sur Google d'ailleurs, c'est très intéressant de savoir combien il existe de yachts à 2 ponts au moins, ou même de yachts avec cabine dans le monde, et c'est justement ce public-là qui pourra se permettre d'acheter un dirigeable familial. Oui, je pense que c'est clairement une direction intéressante, parce qu'il y a des gens comme ça. Et ils sont innombrables, oui, et leur philosophie de vie correspond parfaitement au dirigeable et à la vie à bord d'un dirigeable, car beaucoup vivent littéralement sur leurs propres yachts en permanence. Aujourd'hui, ils sont sur une côte, demain sur une autre, c'est en quelque sorte leur appartement sur l'eau. Mais là, tu n'as même pas vraiment besoin de côte. Mais tu dois quand même te garer quelque part, oui, peut-être dans les mêmes baies, pourquoi pas, c'est très beau. Donc, je pense que oui, tout ira absolument bien, sans aucun doute, et ce sera parfait. Parfait. Alors, question suivante. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, dans le secteur commercial, à part Aeronova, il n'existe pas d'autres entreprises qui travaillent sur ce sujet. Je parle précisément des entreprises commerciales de construction de dirigeables. Oui, très probablement, il n'existe pas de société publique de construction de dirigeables dans le monde. Toutes celles qui existent sont commerciales, mais je ne suis pas sûr pour la société chinoise. Il me semble que c'est un institut national là-bas. Un dirigeable pour le marché intérieur, mais là aussi, il l'a créé, certifié, puis vient la commercialisation, puis le tourisme. Donc ce sont tous des acteurs commerciaux. La question, en effet, c'est de savoir à quelle étape chacun se trouve et dans quelle direction il évolue. C'est très important. Aeronova suit une voie unique. Sans aucun doute. Alors, prochaine question. Il y a eu des messages dans le chat disant que des personnalités importantes pourraient être présentes lors du premier vol du dirigeable. Est-ce proche de la réalité? Lors du premier vol, probablement pas forcément sur le tout premier, mais lors d'un vol de démonstration du Nova 2, bien sûr, il y en aura. Après tout, c'est une technologie sérieuse. Actuellement, le transport de marchandises par des drones quadricoptères, ces aéronefs sans pilote, se développe considérablement. Une pensée m'est venue, permettez-moi de vous interrompre. En fait, les personnes les plus importantes, ce sont les ingénieurs qui créent cette technologie. Ce sont eux les plus précieux, bien sûr, ils seront présents lors du premier vol. Ils sont déjà présents. Mais ils ne voleront pas les premiers, ils sont vraiment trop précieux. Le transport de marchandises par drone se développe actuellement. Le dirigeable va-t-il réellement leur faire concurrence ou s'agit-il de segments différents ? Non, c'est un très grand et vaste univers dans le domaine des drones. Chacun possède ses propres capacités distinctes, ses propres missions spécifiques, et le dirigeable s'y intègre parfaitement et harmonieusement avec ses possibilités uniques et remarquables. Donc c'est génial que nous ayons commencé justement pendant ce boom des drones, à un moment où l'intelligence artificielle est apparue, où la base législative se met en place et où il y a beaucoup de choses, j'ai envie de les appeler des avantages du côté de l'État. Y compris par exemple l'ouverture de départements spécialisés dans les instituts consacrés aux drones. Beaucoup de spécialistes sont formés dans ce domaine et cela nous aidera aussi, bien sûr. Donc le dirigeable a sa propre niche unique et il occupera certainement sa place sur le marché des drones. Concernant le bâtiment pour l'assemblage, rien n'a encore été décidé. Pour l'assemblage d'une Nova 2, la question est encore actuellement pleinement en cours de résolution. Tout ne s'est pas avéré aussi simple. Eh bien, chaque chose en son temps. Tu sais, je n'ai encore jamais vu ici quelque chose qui ne se soit pas produit au bon moment. Ou plutôt, il se passe toujours quelque chose pour que tout arrive à temps.
Un problème apparaît, une solution apparaît, un problème apparaît, une solution apparaît. D'accord, très bien. Considérez-vous les dirigeables hybrides comme prometteurs? Ils n'ont pas l'avantage principal des dirigeables classiques, à savoir le décollage vertical. Non, il ne manque pas cet avantage, car cela se résout avec des hélices orientables. Il peut décoller et atterrir verticalement, certes en consommant de l'énergie, mais il compense ensuite cette dépense en s'appuyant sur l'aérodynamique. Mais le dirigeable hybride possède une caractéristique très intéressante. Il peut être totalement sans ballast, ce qui est un problème pour les dirigeables classiques. Il peut se trouver dans un état d'équilibre lorsqu'il n'est pas chargé, porter toute la charge grâce aux hélices et à la structure, c'est-à-dire grâce à l'aérodynamique. Puis, une fois déchargé, il revient également à l'équilibre ou continue de voler plus loin. En général, tout appareil sérieux est bien conçu, qu'il soit de type dirigeable ou de type aérovolant, peu importe sa classification exacte, est fondamentalement conçu pour une tâche spécifique et bien définie, et tout peut être efficacement et harmonieusement combiné. Et l'hybridité, le classique, les appareils à ballast, sans ballast, avec un ballastage actif, avec chauffage, etc. Tout cela dépend entièrement de la mission spécifique à accomplir. Si la mission est de transport et de logistique, où il faut compter chaque centime par tonne-kilomètre, alors, très probablement, il y a déjà un itinéraire défini, il y a des points clairs. C'est un dirigeable ascétique de type classique, avec tout ce que cela implique, notamment en termes de conception, de fonctionnement et d'esthétique générale. Si c'est une mission spéciale où tu n'as pas de point précis pour décharger, où personne ne t'a préparé de ballast, ou si la cargaison doit être transférée quelque part, là, il faut faire preuve d'ingéniosité. Soit tu essaies de créer un système de ballast actif, soit tu réfléchis à la façon d'augmenter l'hybridité du dirigeable. Mais là, par exemple, il y a beaucoup de variables et il y aura toujours un chemin où l'on combinera un peu de ceci, un peu de cela, et au final, on arrivera non pas à un résultat idéal, mais précisément à celui qui est nécessaire pour résoudre la tâche spécifique. Donc, pour résumer la question posée, les dirigeables hybrides volés sont eux aussi prometteurs. Eux aussi ont acquis la capacité de décoller verticalement, mais ils consommeront simplement plus d'énergie pour cela en raison du fonctionnement des moteurs, et le vol ultérieur se fera déjà grâce à l'aérodynamique. Lors du webinaire, Sergueï Semyonov a mentionné qu'il y aurait une autre plateforme pour attirer des fonds qui est approuvée par la Banque centrale. À quoi cela sert-il? Pouvez-vous en dire plus? C'est Pavel Filipov qui en parle, et il est important de l'entendre. Oui, sans doute. Ce n'est pas vraiment à moi qu'il faut poser la question. Avez-vous envisagé d'utiliser des dirigeables comme complexe muséal itinérant? Un musée, donc? Oui, c'est écrit. Un musée. Eh bien, pourquoi pas? Toutes les options sont possibles. Muséal, piscine, on peut y aménager des complexes, pourquoi pas? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que si jamais un dirigeable d'expédition vole le long de la route maritime du Nord, on pourrait y aménager une salle spéciale où seraient suspendues des défenses de mammouth. Oui, pourquoi pas. On peut tout faire, tout ce qu'on veut. Alors, à part NTV, d'autres médias se sont-ils intéressés? Ou bien des chaînes YouTube populaires sur la technologie, etc. Eh bien, il y a eu de l'intérêt. La société Aeronova a un service de presse, tout passe par lui, et il y a des choses que vous voyez déjà, d'autres pas encore. Chaque chose en son propre temps. Les dirigeables stratosphériques, dans combien d'années prévoyez-vous de commencer leur production, de les lancer? Eh bien, si l'on regarde tout cela de façon réaliste, alors dans les 3 prochaines années, ce ne sera sûrement pas une priorité. C'est une technologie très complexe avec beaucoup d'inconnus. Personne encore, par exemple. Nos ingénieurs ont certes activement participé au développement de sondes stratosphériques, et pas seulement pour des entreprises nationales, mais aussi pour des partenaires internationaux. Mais un dirigeable, tel que nous l'imaginons dans sa version stratosphérique, c'est une technologie très sérieuse et totalement nouvelle. Et bien sûr, nous avançons résolument dans cette direction, et nous comprenons parfaitement quand ce sera exactement ce que nous imaginons. C'est quelque chose de vraiment grand,
se déplaçant librement et avec aisance dans la stratosphère, avec une très grande charge utile, de l'ordre d'une tonne, 2, voire même 3 tonnes, et capable d'accomplir ce travail pendant de très nombreux mois. Je pense que la construction d'un tel appareil, eh bien cela devrait prendre environ 3 années complètes pour être achevé. C'est un chemin inexploré. Si les dirigeables étaient déjà exploités auparavant, il y a de l'expérience, mais les stratosphériques existaient-ils? Oui, n'importe lequel. Regarde, les Américains ont récemment publié une vidéo, ils ont soi-disant lancé des dirigeables stratosphériques, mais leur taille est comparable à notre Nova 1, peut être même un peu plus petit, je me souviens plus exactement. Pour une raison quelconque, il était argenté. Il était comme ça, je l'ai pas vraiment retenu, mais au final, ce n'est qu'un jouet. Il volait là, haut, avec une charge utile minime, et on pourrait en envoyer un comme ça, là, bas, dès cette année. Oui, mais l'intérêt principal, c'est qu'il faut absolument accomplir les missions qui ont été fixées, et pour cela, il est nécessaire d'envoyer là, haut, du matériel très sérieux et de haute qualité. Nous avons déjà lancé, et nous lancerons très prochainement, de petits sondes stratosphériques entièrement contrôlables en altitude, offrant une grande précision et une flexibilité opérationnelle. En ce moment, un travail important a également été mené pour mettre au point les technologies clés destinées précisément aux sondes à très longue dérive. Cela inclut des valves spéciales pour la libération du gaz, des dispositifs pour l'aileron, et de manière générale, tout l'équipement embarqué a été entièrement repensé à partir de zéro. De nombreux systèmes différents ont également été créés, y compris le système de largage des appareils eux-mêmes. C'est vraiment très difficile, oui. Il s'appelle Arcadis, c'est le principal exécutant et le créateur de tous ces importants travaux. Et dans un avenir très proche, nous allons à nouveau lancer des sondes spatiales. Pour l'instant, tout cela est en cours de préparation. En réalité, elles sont déjà lancées en ce moment. Nous n'en parlons tout simplement pas parce que nous manquons de mains. Pour l'instant, tout cela reste encore scientifique et technique. Parfois, pour tester un nœud précis, on l'envoie avec des ballons en latex. Par exemple, pour tester des valves, il faut de grandes enveloppes. Parfois, il faut affiner le modèle mathématique. Parfois, mesurer le rayonnement infrarouge. Il faut venir sur place pour comprendre. Il faut voler dans la couverture nuageuse. Il faut aussi voler par temps clair au-dessus de l'eau, au-dessus du continent, afin d'ajuster tous les modèles. Il existe plusieurs systèmes pour modifier l'altitude. Il faut en tester un, puis un autre, puis un troisième, et tout ce travail est en cours. Et tout ce travail mènera probablement au fait que, à la fin de cette année ou au début de la suivante, nous commencerons déjà à installer des groupes hélice moteurs sur ces sondes. Et ce ballon sonde aura la possibilité non seulement de modifier son altitude à la verticale, ce qui est en cours de mise au point, mais aussi de se déplacer latéralement par rapport au flux. Cela offrira d'énormes possibilités de contrôle du ballon sonde, et ce sera un petit dirigeable. Oui, il n'aura pas la forme d'un cigare, mais c'est pas nécessaire. Un dirigeable, cela signifie qu'il est contrôlable, tout simplement. Il sera contrôlé essentiellement par un pilote automatique. Il s'appuiera entièrement sur les données qu'il collectera lui-même, où il se trouve, comment il se déplace, où il doit aller, car la communication avec ces appareils reste, pour l'instant, disons, compliquée. Tout le monde travaille aussi sur cette tâche, mais en ce qui concerne l'envoi de commandes à l'appareil depuis n'importe quel point de la planète vers n'importe quel point de l'orbite stratosphérique, je ne sais pas comment cela pourrait se faire. On peut dire que ce travail est en cours, mais en fin de compte, il doit aussi prendre des décisions de manière autonome. Enfin, autonome, tout cela est programmé par des algorithmes, donc selon les algorithmes intégrés, oui, ce sera un petit dirigeable. Mais pour en arriver à un aussi grand, pour revenir à tout cela, c'est long, compliqué, mais nous y arriverons. Bien. Prochaine question importante. Il est tout à fait clair que les aérostats à vide sont impossibles à réaliser sur Terre. Mais sont-ils réellement possibles dans la stratosphère, ou est-ce une simple utopie? C'est quelque chose qui relève de la futurologie? C'est quelque chose de complexe. Oui, si l'on crée un dirigeable à vide sur Terre, il coulera dans l'eau. C'est une blague courante chez les spécialistes des dirigeables,
il ne remontera pas à la surface. Et il faudrait une enveloppe d'une telle densité qu'elle coulerait comme un sous-marin, voire pire. Mais pour la stratosphère, la basse, la pression n'est pas aussi élevée. Mais il faut aussi l'assembler. En général, il existe des termes chez les calculateurs. Quelque chose à propos de la perte de stabilité lors du travail en compression. Et ce sont des structures extrêmement instables. Et un dirigeable à vide en est justement un exemple. Et il considère tout cela comme un tabou lors de la création d'objets avec de telles propriétés. Donc il y aura sûrement aussi un tabou dans la stratosphère. Du moins à l'heure actuelle, c'est ce que l'on peut dire. Oui, après tout, la stratosphère est composée de membranes très délicates, car l'air y est fortement raréfié. Et la poussée d'Archimède diminue, la densité baisse, la force de portance et la masse de l'appareil lui-même doivent également être réduites de façon critique pour pouvoir s'y maintenir. Or, le vide implique tout de même la création d'une enveloppe solide. Elle sera assez... Lourde. Oui. Très bien. Y a-t-il une quelconque collaboration avec la Sarl, Sauvelmash Pas pour le moment. Très bien. Question suivante. Une demande à l'équipe. S'il y a des secrets, dites-le de façon allusive. Après tout, c'est du business. Il faut garder une certaine distance. Apparemment, il semble que nous ayons été un peu trop francs à un certain moment, je suppose, au vu de telles recommandations. Oui, mais il est possible que ce spectateur soit tellement plongé dans le contexte qu'il comprend de toute façon allusive. Sinon, je suis d'accord, on peut en dire un peu moins, mais dans l'ensemble, pour l'instant, aucun risque n'est visible à l'horizon. D'accord? Je pense que pour définitivement asseoir la réputation des dirigeables comme des moyens de transport aérien fiables et efficaces, il faut absolument en construire de très grands, atteignant jusqu'à 500 tonnes. Comment envisagez-vous ces perspectives futures? Bien sûr, elles sont pleinement envisagées. Comme tout à fait réalisable, et bien sûr, oui. Pour que les dirigeables s'imposent dans tout ce secteur, l'une des caractéristiques importantes que nous devons intégrer de façon intrinsèque aux dirigeables, c'est leur capacité à fonctionner en toute saison et à assurer des liaisons régulières. Il est évident que les avions et les hélicoptères sont eux aussi sensibles aux conditions météorologiques. Si le vent souffle du mauvais côté, vers l'aérodrome, tous les avions ne peuvent pas décoller, et tous les hélicoptères ne peuvent pas toujours atterrir, etc. Le dirigeable est lui aussi sensible à la météo, peut être de façon plus précise et plus marquée que les avions et les hélicoptères, mais il y est sensible à sa manière. Le monde des affaires, par exemple, perçoit aujourd'hui le dirigeable comme un appareil qui ne vole que par temps clair, sans vent et ensoleillé. Mais si j'ai besoin de transporter quelque chose une fois par semaine, est-ce qu'il volera vraiment dans une semaine, puis encore une semaine après, et encore une semaine après Et s'il pleut, et s'il y a du vent? Bon, admettons qu'il y a une pluie, un peu de vent, d'accord, mais s'il pleut plus fort et qu'il y a plus de vent, je veux pas attendre toute une semaine. Alors, vous allez voler ou pas? Eh bien, nous allons voler. Il faut le démontrer. Et c'est alors que la question principale sera levée, car il est impossible de les utiliser dans une chaîne de transport logistique, sauf si l'on peut garantir une certaine régularité des vols et une capacité à opérer par tous les temps. La régularité. Oui, transporter 500 tonnes, c'est impressionnant, mais cette caractéristique-là est plus importante. Nous y travaillons. Avez-vous recueilli suffisamment de données pertinentes lors des essais en vol du Nova 1 pour entraîner l'IA? C'est difficile à dire. Là, il va falloir faire un exposé sur le fait que nous n'avons pas l'intention, et n'avons jamais eu l'intention, de confier aveuglément tout à l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses seront développées à l'aide d'algorithmes écrits entièrement à la main, et pour tout ce que nous allons confier à l'intelligence artificielle, il n'était pas forcément nécessaire de collecter ces précieuses données en vol. Par exemple, les systèmes de vision par ordinateur, les mâts d'amarrage, les points de base d'amarrage précis, est bien défini. L'IA doit les reconnaître,
et sur la base de cette reconnaissance, transmettre certaines informations au contrôleur de vol. Ensuite, sur la base de ces données et des algorithmes, il guide le dirigeable vers ses points d'amarrage. Donc, nous avons collecté suffisamment de données pour l'algorithmisation du pilote automatique et pour les aspects où cela est nécessaire, nous n'avons pas encore commencé l'apprentissage. Il existe des IA standards qui n'ont pas besoin d'être entraînées. Elles fonctionnent déjà. Il y en a d'autres, faites maison, qui sont encore en attente chez nous, en réflexion. Il faudrait absolument inviter Melada à un webinaire détaillé pour qu'il puisse vous expliquer plus précisément et en profondeur quels sont les projets que nous prévoyons de mettre en œuvre et à quel stade d'avancement ils en sont actuellement. D'accord? Si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à venir. Même si maintenant, grâce à l'IA, on peut tout traduire en russe. Oui, en temps réel, en un seul clic. Voilà, ce sera amusant. Le dirigeable pourra-t-il livrer des marchandises et des personnes sur des plateformes en mouvement, comme des brise-glaces ou des navires, par grand vent? Tu as justement un peu abordé ce sujet. Oui, un brise-glace, c'est pas une Formule 1 agile. Il se déplace à faible vitesse, avec des itinéraires prévisibles. Il est très inertiel, donc toute l'automatisation pourra facilement tout prévoir et tout livrer. Quelle est la capacité de charge utile du tout nouveau Nova 2? Prévoyez-vous d'utiliser une version à hydrogène pour ce modèle? 500 kg sur 500 km. C'est la formule que nous devons obtenir du Nova 2. La version à hydrogène n'est même pas envisagée pour l'instant. L'hélium lui suffit largement. Je pense que nous avons également répondu ici. Les principales caractéristiques du relief restent statiques. Les montagnes, les lacs, les rivières ne bougent généralement pas. Envisagez-vous de développer une vision par ordinateur pour la navigation avant que le dirigeable de haute altitude n'entre dans la zone de contrôle radio? Voilà justement l'une des tâches essentielles qui incombent à l'intelligence artificielle. Oui, à partir des données cartographiques de Yandex.Cart, de Google Maps et d'autres images aériennes détaillées, nous sommes actuellement en train de développer un modèle sophistiqué qui déterminera précisément sa position en fonction du paysage environnant. Là aussi, nous nous heurtons à la question de savoir s'il ne serait pas plus simple d'algorithmer cela nous-mêmes plutôt que de tout confier entièrement à l'intelligence artificielle. Mais oui, merci pour la question. Vous comprenez bien. Alors, l'aérolait peut-il effectuer un décollage et atterrissage vertical? Nous avons déjà répondu oui. Combien de dirigeables prévoit-on de construire d'ici 2030? Et allons-nous fabriquer des dirigeables pour le chef de l'État? J'espère beaucoup, j'espère nous le ferons. 2030, cela nous laisse encore 5 ans. Lesquels? Il y en a 25 actuellement. Bon. D'accord, la moitié de cette période est déjà passée, il reste encore 4 ans et demi. J'espère sincèrement, mais je compte vraiment dessus. En tout cas, moi je prévois au minimum. Les souples sont déjà produits en série. Les rigides, il y en a au moins 1 ou 2 exemplaires disponibles. Et j'espère sincèrement que le chef de l'État les appréciera pleinement d'ici là, lors de leur présentation officielle. Oui, il s'y intéressera et avec grand plaisir. Nous en construirons un pour lui aussi. Peut-être qu'il volera déjà, qui sait. Alors, le long de la route maritime du Nord, un dirigeable, vous allez lancer un dirigeable Sona le long de la route maritime du Nord. Eh bien, si vous le commandez, on le lancera. Oui, on le fera. Prévoyez-vous de lancer des dirigeables de passagers uniquement à l'hélium? Quelle sera la différence réelle de capacité de charge entre les versions à l'hélium et à l'hydrogène? Aucune. Il y a seulement quelques pourcents de différence en capacité de charge, mais beaucoup plus de problèmes, et jamais des gens ne voleront sur des dirigeables à hydrogène. Nous considérons l'hydrogène uniquement comme gaz porteur pour les plateformes automatiques stratosphériques. Oui, d'abord, elles sont en altitude, elles sont loin, il n'y a pas d'oxygène là-bas. Le mélange devient totalement sûr. Et tout ce qui est près de la Terre sera exploité à l'hélium. D'accord, c'est tout à fait clair.
est parfaitement compréhensible aussi ici. Quel type de tissu utilisez-vous généralement pour fabriquer les enveloppes, s'il vous plaît? C'est acheté. Eh bien, je suppose qu'il s'agit du nom, si tu t'en souviens bien, ce nom important. J'ai vraiment du mal avec les idéogrammes complexes. Pour les termes techniques spécifiques, il faudrait absolument demander à Monsieur Zubkevich combien de décitex précis par centimètre. Quant à la composition finale, on nous a effectivement envoyé quelques échantillons initiaux de Victorant, mais malheureusement, ils se sont avérés un peu trop lourds et denses pour notre utilisation prévue. Donc la base, le Victorant sert de base, les imprégnations et autres sont un secret commercial. Ensuite, il y a des couches ultraviolettes et de l'oxyde de titane, des films protecteurs AVOC imperméables au gaz. C'est clair aussi, chez nous, la base semble être en nylon. Je pense qu'il faudra en parler à Vadim Vassilievitch. Je pourrais écrire la formule de ce tissu dans le chat, mais je ne le ferai pas. Secret commercial, on l'a déjà dit, il y a quelques questions. Bouche cousue, parler de façon allusive. Ce sont sûrement des concurrents qui se sont invités à notre webinaire. Et que... En est-il du chauffage de l'hélium? Est-ce seulement pour le décollage initial, puis il va refroidir complètement? C'est l'un des systèmes, oui, pour augmenter la portance des dirigeables hybrides lors du décollage. Parce que, en effet, j'ai vu dans le chat que quelqu'un avait calculé que si toute la charge était portée par les hélices, il faudrait d'énormes hélices, d'énormes moteurs. Dans ce cas, à quoi sert un dirigeable? Justement, pour éviter d'utiliser hélices et moteurs, le dirigeable chargé peut utiliser ce système à partir de sources de chaleur ou d'énergie au sol. Chauffer l'hélium, obtenir plus de portance, puis se tourner, mettre en marche les hélices. Ensuite, lorsque tout repose sur l'aérodynamique et que l'hélium refroidit, cette chaleur n'est plus nécessaire, et la portance non plus. Lors de l'atterrissage, elle n'est plus utile. Et puis, une fois qu'il est déchargé, oui, ce genre de solution est envisagé. Il existe de nombreuses méthodes différentes. Celle-ci est l'une des meilleures des plus efficaces. Avoir à bord un système de chauffage de l'hélium, c'est aussi remarquable, c'est également une bonne solution. Eh bien, il me semble que j'ai épuisé mes questions, il semble que nous ayons répondu à tout, donc je pense que... Ah, voici encore une question très intéressante sur VContact. Peut-on réellement remorquer un dirigeable avec un avion? Seulement si c'est un avion dont la vitesse de vol correspond parfaitement pour éviter qu'il ne décroche, mais cela semble tout à fait irréaliste et extrêmement difficile à réaliser. Et inversement, remorquer un avion avec un dirigeable, c'est aussi étrange, voire même assez surprenant. Oui, voici une question importante. Un moteur synchrone ne convient-il absolument pas au dirigeable? Non, c'est pas qu'il ne convienne absolument pas. Simplement, il est préférable de les envisager à partir de 300 kW. Cela nécessite une conception spécifique et des études approfondies, etc. Dans l'entreprise dont vous parlez, ils sont actuellement occupés à autre chose, vous le savez bien. Donc chaque chose en son temps, avec patience. Alors, as-tu encore une question? Moi, j'ai terminé les miennes. À Moscou, il y a une entreprise de technologie avancée appelée Cognitive Pilot, qui est un leader incontesté dans le développement de systèmes de vision par ordinateur de pointe. Nous la connaissons bien, mais non, nous ne collaborons pas actuellement avec eux pour l'instant. En général, pour tout le reste, tu as déjà longuement parlé de Gazoliot, tu n'as juste pas explicitement dit, peut-être qu'on pourrait l'appeler ainsi, bon, aérolo aussi, de la sonne très russe, ce suffixe lo. Et puis aéro, cela vient sûrement du grec ancien, c'est fort probable et même très vraisemblable, tout comme le terme Gaza. Tout ce qui a été fait, et vous ne montrez rien. C'est un petit défaut, mais pour ma part, je donne des informations très concentrées et synthétisées, ce qui fait qu'elles ressortent de manière plus prononcée et sont perçues comme étant particulièrement importantes, alors que pour nous, ce sont juste les routines habituelles, les activités quotidiennes. C'est un peu comme si nous étions en train de regarder un film captivant et immersif qui se déroule sous nos yeux. Le héros principal vit toujours quelque chose, mais dans la vraie vie, pour une raison quelconque, ça n'arrive à personne. On essaie, on tâtonne.
Il est fort probable qu'on va bientôt créer quelque chose, un nouveau format de contenu, pour mettre tout cela en lumière. Alors, y a-t-il d'autres questions? Bon, alors donc mettez un like. Oui, n'hésitez pas à partager ce webinaire. Envoyez-le peu, être un ami ou une connaissance pour qu'il puisse découvrir aussi cette thématique importante. Oui. Si notre format de webinaire, les réponses aux questions et la direction que nous prenons vous conviennent, cela nous fait plaisir. Donc, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que l'entreprise va organiser une journée porte ouverte pour les investisseurs? Oui, ce sera le cas. Nous en avons déjà organisé une. Des investisseurs sont venus dans nos bureaux et des investisseurs d'Afrique ont eu le temps de visiter l'aérodrome. Nous prévoyons d'en organiser à nouveau, comme nous comptons le faire. Donc, l'été a été un peu particulier, comme vous pouvez le constater, mais nous espérons que le temps va s'améliorer et que vous pourrez venir à l'aérodrome où vous verrez voler le Nova 1 et l'Aérolet 1, ainsi que visiter le bureau. Mais tout cela sera organisé à l'occasion de certains événements spéciaux. Et bien sûr, donc oui, attendez-vous à des annonces importantes. Bon, je ne vois plus d'autres questions pour le moment. Quels sont nos plans concrets pour l'avenir proche? Nous prévoyons de refaire un vol, de terminer ce qui est actuellement en cours, de voler sur ce nouveau modèle, de continuer la construction de la gondole et de mettre en place la production des enveloppes de manière efficace. Travailler activement dans la production de machines-outils et l'usinage des métaux, créer le groupe motopropulseur, écrire des programmes, obtenir des certifications, collaborer avec la Rosaviatia, intégrer une zone économique spéciale. Les projets ne manquent pas. Oui. Faire une présentation à Dubaï. Nous continuons à travailler. Oui, merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, à ceux qui ont posé des questions. Je suis particulièrement reconnaissant pour vos suggestions que vous partagez dans nos chats, que nous avons également. Et encore une fois, je vous demande d'être actifs, de réagir, de laisser des commentaires. Cela aide beaucoup au développement du projet lui-même. Merci à tous et à très bientôt les amis. Voilà, au revoir à tous. Au revoir for now. Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble.